La Ligue 1 a repris, la Ligue 2, la Ligue 3 se poursuivent, le mercato entre dans sa phase finale. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine sur le football français. Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 au programme. Le point sur la première journée du championnat de France. L'élite du championnat français a repris ce week-end, on s'est régalé. On entre à la dernière ligne droite du mercato. Il y a plusieurs points d'interrogation sur plusieurs clubs, on va en parler. Et puis il y a la Ligue 2 avec le FC Nantes. Voilà, il y a la Ligue 3 avec Mansour Samb et Thionville-Lusitanos qui continue de nous régaler. Et donc on va en parler tout ça avec Melvin. Comment vas-tu, cher ami? Écoute, le plaisir d'avoir assisté à la première journée de Ligue 1. Voilà, ça nous a fait plaisir. On s'est régalé. Des petites confirmations, des petites surprises, un PSG embêté. On a vécu une belle première journée qui nous fait saliver voilà, avec les 33 autres journées qui vont vite arriver, avec déjà ce week-end, la deuxième journée, peut-être des confirmations déjà. Exactement, plein de petites surprises, plein de choses entrevues sur cette première journée qui nous régale. Point sur les vidéos, on va pas faire juste des pronos, on va faire 3 points principaux et après on évoquera les pronos en fin de vidéo et on échangera là pour le coup sur le mercato parce qu'il se passe encore des choses et qu'il reste une petite semaine. On va essayer de parler de tout le monde, mais pas forcément tout le temps, toutes les semaines, avec un premier point déjà sur les résultats. Victoire de l'Olympique de Marseille en ouverture 4-0. Victoire du RC Lens 5-2. On a commencé fort avec 2 gros matchs. Le Mans, pour son retour en Ligue 1, va chercher un match nul face à Brest de partout. Alors, c'est plus Brest qui va chercher un match nul au Mans. Nice-Lorient 0-0, tout comme 3 Paris FC. La victoire de Lyon à Toulouse, celle-là a été intéressante. Victoire de Lille à Angers. Victoire de Monaco au Havre. Et le match nul Rennes-PSG, 2 buts partout. Les débuts de Ferran Torres avec un doublé. Les 2 champions du monde espagnols, Fabian Ruiz, Ferran Torres, qui ont régalé. On va évidemment en parler pour ce classement. Bon, le fiche du classement, on s'en fout un peu, c'est la première journée. Mais au moins, l'OM est leader. Et ça peut faire plaisir aux supporters de l'Olympique de Marseille, qui vont peut-être demander stop the count. Et nous, on va évoquer 3 points avec 2 points Ligue 1, 1 point Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, le premier point, c'est évidemment l'Olympique de Marseille. On est obligé d'en parler. Victoire 4-0, première journée. On ne sait pas quelle équipe il y aura le 1er septembre. Des départs sont attendus encore une fois, c'est la dernière ligne droite du mercato, donc forcément Grégory Lorenzi, Bruno Genesio ont simplement dit en conférence de presse qu'il fallait automatiquement des départs pour des arrivées parce que Frank McCourt a serré le robinet. Cependant, sur cette première journée, on a eu un doublé d'Amin Gouiri, on a eu un Igor Pachao qui a été remuant, on a eu un Pierre-Emile Holbjerg buteur, on a eu un Kondogbia en défense centrale plutôt solide, une prestation plutôt très intéressante contre un Racing Club de Strasbourg qui était à l'agonie complet. Les débuts de Oliveira avec Strasbourg, c'est assez catastrophique entre la prépa et là. Alors il y a énormément de mouvements attendus du côté de Strasbourg, mais pour se focus un peu sur l'OM, c'était une première plutôt réussie avec des phases intéressantes et un Bruno Genesio qui a réussi ses débuts au Vélodrome. Ouais, on va dire, l'objectif déjà, c'était un petit peu pas avoir le feu un peu au lac avec une contre-performance dès la première journée, comme il y avait eu l'an passé face à Rennes, mais c'était un tout autre contexte. Là, il n'y avait pas non plus énormément d'attentes sur Marseille, si ce n'est prendre les 3 points, et on a été agréablement surpris parce qu'on a vu des très belles choses. Déjà, beaucoup de cohérence, et ça, faut le dire tout de suite. Bruno Genesio, il s'adapte avec l'effectif du moment, qui sera peut-être pas forcément le même à la fin du mercato. Un 4-3-3 plutôt assez clair. Voilà, des joueurs relancés. Je pense à Angel Gomez, même Abdelli, Harit. Et mine de rien, tout le monde est concerné. Et face à une équipe qui a aucun repère, ça fonctionnait. Voilà, les Marseillais ont fait vraiment, je trouvais, un match plutôt plein. Avec des confirmations, Amine Gouiri qui peut vraiment devenir le leader de cette équipe de l'OM cette saison et qui connaît parfaitement Bruno Genesio et ça se ressent la confiance et il est sur une continuité Amine Gouiri depuis quand même quelques saisons et là voilà il a été remuant. J'ai bien aimé Igor Pachao qui ça va être l'une des interrogations de cette fin de mercato. Est-ce qu'ils vont réussir à le conserver? Parce que je pense que du côté de Bruno Genesio, on a envie de le garder forcément. Maintenant, le souci, c'est que en fait, le mercato marseillais au niveau des départs patine tellement qu'aujourd'hui, un club anglais arrive, pose 35-40 millions d'euros sur Pachao. Je suis pas sûr que McCourt rejette l'offre, bien au contraire. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. On va pas s'enflammer pour cette OM-là. Honnêtement, moi, j'attends déjà, on verra sur cette deuxième journée contre Monaco un adversaire plus consistant. Mais pour une première, c'était vraiment
très, très bien. Ils ont fait leur match contre un no man's land, certes, mais voilà, ils ont fait leur match, les Marseillais. Quand on voit le banc, on se dit déjà, bah, tu gagnes 4-0, c'est déjà pas mal. Surtout quand tu vois le banc, tu as besoin de recrues, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, sur le 11 de départ, il est tout à fait solide pour jouer l'Europe, voir si Affinité joue le top 4. Maintenant, c'est plus sur le banc où je suis quand même inquiet. Quand tu vois la gueule du banc marseillais, tu as l'impression que c'était un vieux match de Coupe de France de 32e de finale sur certains joueurs, malheureusement. Exactement. Amine Gouiri, l'homme des débuts de saison. Je crois qu'il a inscrit plus de 16 buts au mois d'août sur toute sa carrière. C'est assez impressionnant. C'est un des attaquants les plus prolifiques au mois d'août. L'ancien Rennais qui connaît parfaitement Bruno Genesio, puisqu'il l'a connu sur des clubs passés. Il y a des interrogations sur le mercato marseillais, ça forcément. Il y a Timber qui plaît à Crystal Palace. Vu qu'il a été acheté 4,5 millions, si je dis pas de conneries, l'hiver dernier, Marseille pourrait le lâcher pour 18 à 20 millions d'euros. C'est les premières offres qui tombent de la part du journal de l'équipe. Je crois que Marseille pense à Mohamed Amoura, qui est à Wolfsburg, qui est descendu en deuxième division, mais qui serait disponible en prêt. En cas de départ d'un offensif, ça pourrait débloquer la piste Mohamed Amoura. Ce qui serait, je pense, une très très bonne pioche pour l'Olympique de Marseille, parce que c'est un joueur qui a des grandes qualités et qui s'adapte plutôt bien, je pense, qui pourrait être un profil Ligue 1 compatible. À voir si Amine Gouiri reste, si Pachao reste. Angel Gomez fait partie aussi des pistes potentiellement sur le départ. De toute façon, vous avez bien compris que Marseille, tout le monde est à vendre. Je crois qu'ils cherchent un def central, un gardien de but selon l'équipe, l'Olympique de Marseille. Donc on va voir pour la suite du mercato. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu sur le terrain, c'était plutôt très intéressant. J'ai bien aimé l'activité d'Angel Gomez. Encore une fois, à voir s'il reste. Ça, c'est rien n'est sûr. Et effectivement, contre Monaco, on va attendre au moins une production aussi qualitative face à un adversaire qui a un peu plus de certitude qu'un Racing Club de Strasbourg qui a été, mais ils sont derniers à la suite de la première journée puisqu'ils sont moins 4 de différence de but, mais en même temps ça a été la pire équipe de cette première journée. Jorgensen dans les buts, il a un très beau jeu au pied, mais alors sur sa ligne, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et c'est d'ailleurs Genesio qui en parlait en conférence de presse sur Jeffrey Delange. Il a dit la priorité, oui, on veut un gardien qui sait jouer au pied, mais on veut un gardien qui sache arrêter des buts. Et je trouve que ça collait bien au profil de Jorgensen qui avait du mal à arrêter des buts. Sachant que je ne sais pas pourquoi Chelsea a repris Mike Penders, parce que Mike Penders hier il est sur le banc. Robert Sanchez à Chelsea, peut-être qu'il va intervertir les gardiens, on ne sait pas. Au milieu de terrain, c'est les mêmes profils. On attend l'arrivée d'un joueur de Chelsea, je me souviens plus son nom, qui est plus un profil de 6 destructeur, qui sera la dernière prêt. Exactement, voilà, merci. Qui sera le dernier prêt possible par Chelsea envers Strasbourg. Et derrière, pour Strasbourg, on attend une dizaine de départs, dont certains en prêt, comme Sekou Mara par exemple, qui était à la pointe de l'attaque. On a fait jouer Kessim Yassine à gauche, alors qu'il est bien meilleur à droite, mais à droite, il y a Mohamed Yo. Cette équipe de Strasbourg, elle est, sachant qu'un Guéladoué par exemple pourrait également partir en tant que latéral. En tout, il a fait ses débuts, mais c'était compliqué. Bon, Strasbourg, on ne sait pas où ça va, c'est catastrophique, il n'y a plus de projet. Enfin, le projet, c'est faut vendre parce que voilà, il y aura des recrues qui sont attendues, mais il y a énormément de départs. On ne sait absolument pas quelle équipe il y aura le 1er septembre. Ouais, on va dire c'est catastrophique, mais en fait, c'est la somme de choix catastrophiques depuis les 6 derniers mois, hein. Entre le départ de Rosenior, la façon dont c'est fait, Gary O'Neill qui en fait préfère aller une première ligue que rester chez toi. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, Strasbourg, en fait, c'est devenu pour les coachs et pour les joueurs, en fait, juste, voilà, une mise en vitrine où tu te dis, je reste 6 mois, une saison. Si je fais une bonne saison, je pars en première ligue ou à Chelsea, ou enfin, bon, à Chelsea qui est le club frère apparemment, mais qui est plutôt le club vampire. Mais voilà, sur le match, honnêtement, on n'a pas été surpris. Il y a eu quelques bonnes séquences, notamment avec Souza au milieu de terrain que j'ai plutôt bien aimé, mais cet effectif, pour l'instant, il est trop faible, je trouve, pour pouvoir voilà, prétendre à essayer de jouer les troubles faits pour les places européennes. Euh, Quand tu vois, même au niveau du coach, Golivera, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes à son sujet. J'ai pas l'impression forcément que la grève va prendre. J'espère me tromper hein, pour les supporters strasbourgeois, mais de ce que j'ai vu vendredi, enfin, c'était très 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 compliqué. Tu sens que l'équipe a beaucoup de manques et est en manque de repères. Et tu te dis un groupe aussi jeune, en fait, tu as l'impression de revenir 2 ans, 3 ans en arrière avec Patrick Vieira qui sa première saison. J'ai pas l'impression que ce Strasbourg-là aujourd'hui a avancé depuis 2-3 saisons.
reste au même niveau, c'est-à-dire voilà un club qui peut végéter dans le milieu de tableau, qui change de visage chaque été avec des départs. Alors ils ont bien vendu cet été entre Diego Moreira notamment. Voilà, t'as la vente des mégas. J'imagine que l'argent est arrivé aussi cet été. Enfin voilà, tu recrutes, tu rachètes, mais ça prend du temps. À voir, mais moi je suis très circonspect pour ce Strasbourg-là. Je sais pas où ils vont. Mais voilà, c'est le manque de lisibilité. Et déjà, Strasbourg doit vite apporter des réponses pour pas vivre un début de saison calvaire et se retrouver dans la bataille du maintien. Parce que, bah, mine de rien, tu as un effectif qui est pas du tout taillé pour jouer le maintien. Et quand tu vois ton calendrier, il est vraiment pas simple hein, pour Strasbourg. Puisque déplacement, enfin, réception de Lens, on a vu Lens dans cette première journée. C'est l'une des meilleures équipes, même en comptant le trophée des champions, l'une des meilleures équipes qu'on a vues, une équipe très aboutie. Déplacement à 3 ce sera pas simple parce que 3 faut qu'ils prennent absolument rapidement des points. Monaco, à voir, on attend un peu plus de confirmation sur la deuxième journée, mais en termes de niveau, c'est quand même au-dessus. Paris FC, c'est un prétendant à l'Europe. Nice, ça sera forcément chiant d'aller jouer là-bas. PSG, honnêtement, attention, Strasbourg a vraiment un calendrier qui est pas simple pour se mettre en confiance. Et ça peut vite mal tourner dans la saison et derrière se retrouver dans une saison un peu galère de jouer un peu le maintien. Et Strasbourg n'est absolument pas prêt à jouer ce maintien. Donc, va falloir trouver rapidement des renforts. Là, je vois des noms, notamment Washington, l'attaquant brésilien. Il y a un autre attaquant qui arrive en provenance de Chelsea, Dario Ezugo. Donc, enfin, Chelsea fait la liquidation des stocks, j'ai envie de dire. Mais à voir, parce que pour l'instant, la mayonnaise, elle prend pas. Et j'ai un peu peur parce que c'est dans la continuité d'une préparation qui a été apocalyptique. On dit que bah, la préparation, c'est pas le résultat qui compte. Certes, mais quand tu vois le nombre de buts qu'ils ont encaissés et les prestations inquiétantes qu'on a vues, bah, moi, je suis plutôt inquiet pour Strasbourg. Franchement, cette première journée ne m'a pas du tout rassuré, bien au contraire. Au-delà du score sévère, enfin du score sévère, du score cinglant, 4-0, c'est surtout la production de Strasbourg qui est complètement infâme, j'ai envie de dire, et avec des joueurs, tu ne sais même pas. Moi, c'est Koumara, j'ai découvert qu'il était toujours à Strasbourg. Ah oui, non, mais c'est formidable. Et puis, ils ont fait un bon premier quart d'heure, mais après, ils sont éteints complets. Le problème, c'est que ce 11-là, en fait, tu prends le 11 de la première journée, tu prendras, je sais pas, le 11 de la 7e ou 8e journée, puis tu compareras combien il y a de joueurs encore qui sont présents. Je pense qu'il sera complètement différent. Mais c'est vrai qu'au soir du 24 octobre et de la sortie à Rennes, qui sera la 8e journée de Ligue 1, je suis pas sûr que Strasbourg ait énormément de points dans la baguette. Dans la bagatelle, pardon. Est-ce que Hugo Oliveira serait pas le premier coach menacé de la saison? Ça, on verra. Je pense que ça va prendre du temps et que peut-être un Strasbourg en deuxième partie de saison pourrait être un peu plus intéressant le temps que la mayonnaise prenne. Il y a, oui, tu l'as dit, David Washington qui va arriver. Et Omari Kellyman, l'autre joueur qui appartient à Chelsea, qui pourrait arriver, mais qui serait plus dans un transfert, parce que je crois qu'il n'y a plus le droit au prêt après le prêt des Sugo. Bon, on verra ça, c'est des micmacs un peu à droite et gauche, on comprend, mais c'est vrai que Strasbourg, le début de saison est complexe, le calendrier est difficile, et la mayonnaise va prendre du temps à monter parce que bah, l'effectif a encore changé, que Hugo Oliveira doit prendre ses marques, que les joueurs ne sont pas encore tous arrivés, que certains qui sont arrivés ne sont pas prêts physiquement, à l'image d'un Giovanni Reina qui doit encore monter en puissance. À voir ce qui va se passer à Strasbourg, je crois qu'on attend un neuf, on attend peut-être un attaquant de pointe, surtout en attendant le retour de Panici de blessure, on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça va être complexe du côté de Strasbourg. C'est vrai qu'on a évoqué le calendrier de Strasbourg, j'ai pas évoqué celui de l'Olympique de Marseille qui est tout aussi complexe sur les premières journées, qui va donner du fil à retordre à Bruno Genesio, c'est pour ça que le mercato va être ultra important. Pour Marseille, ça sera donc la prochaine journée à Monaco, une réception du Paris FC, un déplacement à Rennes et une réception du PSG. Donc là, les 5 premières journées, c'est du très très costaud. Va pas falloir se rater, et surtout qu'après, c'est 3, Angers, Le Havre, Toulouse. Ça va pas des déplacements faciles et des matchs simples à jouer parce que ce seront des adversaires pour 3, Angers et Le Havre qui vont peut-être lutter pour le maintien, qui auront besoin de points, qui seront galvanisés par un match contre l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on va voir ce que ça va donner. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, il concerne, on a parlé du tout premier match de la saison, on va parler du dernier match de cette première journée, c'est Rennes PSG. Un très très beau de partout, un très très beau stade rennais et un PSG en réponse avec un banc extrêmement riche. Un Ferran Torres qui est rentré, un Fabian Ruiz qui est rentré, ce sont les deux champions du monde espagnols qui ont fait la diff et qui ont permis au PSG d'aller arracher un point sur la pelouse du stade rennais. Un coaching gagnant de Luis Enrique qui n'a pas hésité à sortir Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé qui ont fait des premières mi-temps infâmes. Je crois que Dembélé, il a aucun duel gagné, 3 frappes non cadrées.
aucune faute, donc dans le pressing c'était assez compliqué. Pour Kvara, on est sensiblement sur les mêmes stats. Il y aura quand même un beau bourbier autour du Paris Saint-Germain sur l'effectif, parce que Mika Götze, Barnes Akiliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué pour le secteur offensif. On sait que Doué peut redescendre et jouer au milieu, mais c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, tu as Zaïre Emery, Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Je sais qu'il y aura beaucoup de matchs pour le PSG, mais je suis très curieux de voir la gestion de Luis Enrique, qui a prouvé qu'il savait faire, mais et on attend encore des arrivées, parce qu'avec la vente de Barcola, on attend encore une fois la possible arrivée d'un ailier et d'un défenseur central droitier, plus un potentiel gardien. C'est les dernières infos mercato du côté du PSG. Ouais, le PSG c'est devenu un très grand d'Europe où la concurrence a fait rage. Et on l'a vu sur ce match contre Rennes, parce que déjà, hormis, voilà, on va s'attarder sur le double changement à mi-temps, mais Mayoulou, par exemple, qui était pas dans le groupe, puisqu'apparemment sa semaine d'entraînement était pas au niveau de ceux qui ont intégré le groupe. Ben, mine de rien, t'envoies un message, que ça soit à ton groupe, à tes jeunes joueurs. Voilà, Luis Enrique, c'est le patron, il a les titres pour lui, il est incontestable et il peut faire entre guillemets ce qu'il veut. Et sur ce match, encore une fois, il a raison, puisque sur le PSG, c'était dans la continuité du match de Lens où j'ai trouvé que voilà, par séquence, ils peuvent mettre leur rythme, mais c'est vraiment pour l'instant par séquence. Et sur la totalité d'un match, bah, ils peuvent se faire vraiment bousculer. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Alors, il y avait certains automatismes entre Ruiz et Torres, mais aussi parce que PSG a un peu plus joué, Rennes a un peu plus se reculer forcément en menant 2-0. Ben voilà, ce PSG-là, il est en rodage, ce qui est pas surprenant. C'est voilà, il y a une préparation qui entre guillemets a déjà été optimale puisque tu as eu ces semaines de repos, donc forcément, ben tu as le rythme à retrouver. T'as les mondialistes qui sont arrivés un peu plus tard. Donc, tu as des états de forme un peu divergents. Et voilà, le PSG, sur ses premières journées, va un petit peu, entre guillemets, vagabonder. Ils prennent un bon point, je trouve, à Rennes, compte tenu du scénario du match. Il y a des joueurs qui se sont mis en valeur. Et voilà, à voir pour la suite. Mais en tout cas, c'était vraiment une belle affiche, une belle première journée. Et Rennes, j'ai envie de dire, a montré l'exemple de ce que devraient faire toutes les équipes qui sont de la taille de Rennes. Donc, il y en a quand même 5-6. C'est-à-dire, bah, aller bousculer le PSG, être audacieux face à eux. Voilà, ça peut ne pas passer, mais au moins, c'est mieux que de mourir sans se battre, j'ai envie de dire. Donc, voilà, j'ai apprécié ce match. J'ai apprécié le contenu de Rennes et également la réaction du PSG, qui aurait pu laisser filer ce match. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, première journée pour le PSG, un peu contrastante, mais en fait un peu comme l'an passé, parce que moi je me rappelle contre Nantes, où ça n'avait pas été forcément très très brillant, ils avaient gagné 1-0 de mémoire avec un but de Ramos. Mais voilà, le PSG est en rodage et quand on voit le calendrier, bah ouais, ces premières journées, le PSG je pense va galérer parce que le déplacement à Lille, ça sera pas simple. Réception de Monaco non plus, qui a été leur bête noire l'an passé. Et donc voilà, ce PSG-là est en rodage et à voir sur ces premières journées combien de points ils vont obtenir, parce que je pense qu'ils peuvent en perdre quelques-uns, ce PSG-là. Pas qu'on est inquiet pour le titre du PSG, hein, bien évidemment, mais Ah non. très curieux de voir ce que ça va donner aussi, et cette gestion de Luis Enrique sur le secteur offensif. Curieux de savoir quel est le profil qui va être remplacé par... qui va remplacer Bradley Barcola, parce que un joueur comme ça, qui est vraiment en transition rapide, extrêmement efficace, peut-être un des profils qui va manquer du coup à l'offensive du PSG. Je ne sais pas qui ils vont cibler. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer au poste de gardien de but également, et voir qui est le défenseur central droitier, je crois que c'est. En tout cas, il y a des arrivées prévues peut-être au Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato. On verra comment ça va se goupiller. Mais le Paris Saint-Germain est très très bien vendu, a très bien acheté aussi. Je suis curieux de voir les développements. Et puis Ferran Torres, bon, c'est un très très bon coup qui est rentré sur le côté droit, hein, qui n'est pas rentré en pointe, mais voilà, sur les déplacements et tout, tu vois quand même que le mec, il a un QI foot quand même. C'est pas dégueulasse. En tout cas, il s'est bien régalé. Et les galettes de Fabien Ruiz sur les 2 buts, bah, bravo monsieur. Parce que Fabien Ruiz sous Luis Enrique, ça me régale, c'est quand même assez extraordinaire. Déplacement à Lille, je suis très curieux de savoir comment le LOSC de David Ancelotti, qui était plutôt très bon sur la première demi-heure contre Angers, même globalement sur le match par séquence, a été plutôt bon, va se préparer face à ce Paris Saint-Germain-là, et très curieux de voir comment Monaco, qui lui a fait une grosse première mi-temps contre le Havre, et après derrière c'est un petit peu effondré. Bon, il y a eu un match de conférence aussi pour les Monégasques, ça peut peut-être expliquer ce petit baisse d'intensité, va se préparer contre ce Paris Saint-Germain-là. Pour le Stade Rennais, tu as commencé à en parler. Très très bon Brice Samba dans les buts.
qui a été... alors sur le premier but, peut-être qu'il peut un peu mieux faire, mais il fait tellement des gros arrêts auparavant, notamment une double parade, qu'il a fait un sacré match. La charnière avec Boudlal, Cresswell, bon, je pense qu'on est plutôt peinard. Avec Boudlal devrait rester normalement du côté du Stade Rennais pour au moins une saison. Nagida, ou Nagida, je sais pas comment on prononce, j'avais l'habitude de dire Nagida, mais je crois que pendant tout le match contre le PSG, j'ai entendu Xavier Domer dire Nagida, donc je vais dire Nagida, parce que je pense qu'il a raison. A été plutôt très très intéressant, j'ai trouvé défensivement, et même l'animation défensive du Stade Rennais contre ce PSG-là a été vraiment très très intéressante, je les ai trouvés très très bons. Et les deux moments où ils ont été un peu plus dedans, ils ont pris un but, mais en même temps, c'est tellement difficile de défendre 90 minutes contre ce PSG-là que tu peux avoir des moments d'un petit peu de faiblesse. Peut-être le poste, j'allais dire en fait au début de saison, c'est peut-être le poste de latéral qui me posait question du côté du Stade Rennais. On va voir comment ça se déroule pendant la saison. Le double pivot Rongier-Thomasson avec Szymanski aussi. Bon, ça c'est régalade, ça joue au ballon, c'est serein. Et devant, Esteban Le Paul, encore une fois, dans une surface de réparation, il y a rarement mieux en Ligue 1 quand même. C'est très très efficace. Je suis très curieux de le voir. Je pense qu'il sera dans la liste de Zidane pour la première avec l'équipe de France en septembre. Ça m'étonnerait qu'il y soit pas quand même, parce que c'est très très bon. Et j'ai trouvé les débuts d'Issa Soumaré plutôt intéressants. Et puis Moussa El Tamari qui fait toujours parler sa vitesse. Il y a quand même de la qualité dans ce Stade Rennais-là. On en a parlé en début de saison. On les voit deuxième. C'est pas pour rien. Et on va attendre la suite et la fin du mercato du Stade Rennais, voir, parce qu'il y a peut-être des départs, notamment Lino Seydou, je crois qu'il doit s'en aller, etc. Donc il y a quelques départs potentiels du côté du Stade Rennais, à voir s'il y a d'autres arrivées. Voilà pour le point. La Ligue 1, c'était bien. Je sais pas s'il y a rapidement, là, en 2 minutes, avant qu'on passe au 3e point qui va concerner la Ligue 2 cette fois-ci, une équipe dont tu as envie de parler, je sais pas, ce magnifique 3 Paris FC qui était vraiment un état de mort cérébrale pendant le match, c'était affreux. L'inefficacité de Toulouse, putain, Jorgensen. Il m'a régalé, mais inefficace. Je pense que son action où il dribble tout le monde et il frappe au-dessus, c'est le symbole du match de Toulouse, qui était très bon dans la production du jeu. Et les titulaires lyonnais ont fait la diff. Je sais pas s'il y a un des matchs que tu as envie d'évoquer rapidement là. Moi, il y a juste 2 équipes que j'ai envie de vite parler. C'est Auxerre et Toulouse, qui, j'aime pas ce terme-là, mais pour moi, c'est des défaites un peu encourageantes par rapport aux prestations. Voilà, j'ai trouvé un Auxerre moins timoré, mais en tout cas avec une idée de jeu offensive, audacieuse. Même si on sent qu'il y a, voilà, il y a des carences, et puis tu as le scénario du match un peu contraire et pas mal de décisions arbitrales contre eux. Mais voilà, je reste dans le train. Moi, je pense qu'Auxerre peut faire vraiment une bonne saison, peut être l'une des surprises. Donc encore plus dans le train par rapport au match. J'ai bien aimé aussi les jeunes qui sont rentrés. Voilà, j'ai envie ça sera l'une de mes équipes que je suivrai. C'est idem pour Toulouse, qui a fait une première mi-temps, je l'ai trouvé très très consistante contre Lyon. Je pense que si Toulouse mène 1-0, concrétise ses occasions, c'est pas du tout le même match, et je pense que Toulouse prend les 3 points. Donc c'est la petite marge de progression, mais en tout cas c'est très prometteur à voir sur cette fin de mercato. Je pense à Gbo, qui est notamment pisté en MLS. Guillaume Rest devrait rester. Mais voilà, il y aura peut-être quelques départs. On parle aussi peut-être de Cacérès en partance. Donc avant la fin de mercato de Toulouse, pour pas perdre trop de joueurs. Mais moi, je reste aussi dans le train de voir ce que va faire Jens Bertel à Ascou. En tout cas, sur cette première journée, voilà, il y a une idée de jeu fixe. C'est jouer tous les coups à fond. Et franchement, voilà, si Toulouse termine, on va dire, un peu comme la saison dernière, 10e, mais cette fois-ci avec beaucoup de jeu et être l'équipe un peu à spectacle, ça sera déjà une saison réussie pour le TFC. Ouais, c'est un peu l'équipe un peu que j'aime bien. J'ai bien envie de suivre cette saison de Toulouse. Ils cherchent un neuf aussi pour concurrencer Hidalgo. Donc à voir, tu as parlé de Gbo et Cacérès qui sont sur le départ. Cacérès, il est en fin de contrat, donc s'il reste, c'est pour partir libre l'été prochain. Je sais que Lille est dessus, il me semble, de mémoire. Et en parlant du LOSC, d'ailleurs, pour vite fait donner un mot, c'est fait pour Dylan Bakwa du côté du LOSC. Ça, c'est un excellent coup. La vente de Boadi a été validée. On va chercher un milieu de terrain pour le remplacer, qui était prêté à Utrecht l'année dernière, j'ai plus son nom, qui est au Feyenoord et qui a fait un 10 buts, 10 passes D l'année dernière avec Utrecht en Eredivisie, qui a commencé la saison avec déjà 3 buts et une passe D, il me semble, avec le Feyenoord. Donc, il risque d'arriver du côté du LOSC. Alors, il faut encore négocier les prix parce qu'il est évalué à 10 millions d'euros, mais vu le début de saison qu'il fait, plus la saison dernière, je pense que le Feyenoord va en demander un peu plus. Dylan Bakwa va débarquer du côté du LOSC. Excellente nouvelle de revoir Dylan Bakwa en tant que Bordelais. Je suis très heureux de voir Dylan Bakwa en Ligue 1, qui a été vendu à Nottingham Forest l'an passé parce qu'il fallait rentrer des thunes à Strasbourg. Il est prêté par le club anglais au LOSC. Au LOSC, on attend également numéro 9 parce que si Fernandez Pardo part, il reste Olivier Giroud, qui certes a marqué ce week-end contre Angers, qui a été
D'ailleurs, pour un petit mot sur Angers, défensivement, il va falloir être un peu plus rude parce que ça leur coûte cher. En attendant Igaman aussi, retour de blessure, forcément, ça va être attendu du côté de Lille. Voilà, notre dernier point qu'on voulait aborder dans cette vidéo, c'est la Ligue 2, avec deux clubs qui sont complètement à l'opposé. Si vous regardez le classement, on va parler de Saint-Etienne numéro 1 et du FC Nantes numéro 18. On va commencer par le bien. On va commencer par l'AS Saint-Etienne. 3 matchs, 3 victoires. Départ canon, victoire 4-0 net et sans bavure contre Grenoble ce week-end, après un succès 3-1 contre Clermont et en ouverture à Sochaux 3-0. Jacob Brum est sorti blessé. C'est la petite pointe de ce match-là contre Grenoble parce qu'il a été encore une fois étincelant sur les 27 minutes, je crois qu'il a joué. David Ajuil est rentré, il a marqué à la fin. Offensivement, la Saint-Etienne, c'est quand même monstrueux pour la Ligue 2. C'est extrêmement bien huilé, ça joue très très bien au football, c'est hyper agréable à regarder. C'est un petit bonheur et j'avais évoqué la semaine dernière, mais Ian Cathro, c'est, je le prononce à l'écossaise, c'est quand même un des petits bonheurs parce que même dans ce discours à côté des matchs, etc., j'aime beaucoup la proposition sur le terrain, j'aime beaucoup le bonhomme hors terrain. Et pour l'instant, à Saint-Etienne, ça roule extrêmement bien avec un Cardona qui continue en début de saison fantastique. Je crois qu'il a 4 buts, une passe D, un truc comme ça. Ouais, mais ce Saint-Étienne-là, en fait, il fait pour l'instant ce qu'on on attend de lui, c'est-à-dire que aujourd'hui, Saint-Étienne doit écraser cette Ligue 2, doit monter sans trembler. Mais en tout cas, voilà, sur ces premières journées, on a ce Saint-Étienne-là qui prend pas ses adversaires de haut, qui respecte ses adversaires, qui envoie du jeu et qui nous fait plaisir. Franchement, rapidement, on voit des joueurs qui, honnêtement, qui ont le niveau même Ligue 1. Brum, je pense que ça peut vite retrouver le niveau Ligue 1. Voilà, moi j'apprécie ce début de saison de Saint-Étienne. Au-dessus des autres qui respectent. Est-ce que ça va être le cas toute la saison? On va voir. Mais en tout cas, sur ces premières journées, voilà, on a un Saint-Etienne qui est au-dessus, qui met des buts, qui nous fait plaisir. Et je pense que voilà, ça peut être vraiment une équipe qui peut écraser la Ligue 1 rapidement, on va dire, se mettre à l'abri et travailler déjà sereinement pour la montée. En tout cas, c'est ce qu'on attend de Saint-Etienne, qui pour moi est largement au-dessus des autres effectifs par sa manne financière, mais également par sa qualité d'effectif qui est nettement au-dessus de ses concurrents. Il suffit de regarder le banc. Voilà, donc sur le banc à Saint-Etienne, on a fait rentrer David Ajuili, Dufus et Stassin. Voilà, pour vous dire à quel point on menait déjà 2 ou 3-0, qu'on fait rentrer Stassin, Dufus, David Ajuili, qui sont des joueurs qui, Stassin, David Ajuili, ont le niveau Ligue 1. On a pas mal de force de frappe, on va dire, sur le banc. Olivier Frappoli a été un petit peu jaloux après le match. On peut totalement le comprendre parce qu'à côté Grenoble, ça devient compliqué. Un calendrier où je suis très curieux de les voir contre Montpellier parce que Montpellier est l'une des belles surprises de ce début de saison avec une équipe très très jeune. Je crois que c'est l'équipe la plus jeune de Ligue 2. Il y a 23 ans de moyenne d'âge du côté de Montpellier, avec des joueurs qui sont notamment courtisés par le Paris Saint-Germain. On va essayer de les garder pour les faire monter un petit peu et faire une bonne saison de Ligue 2 du côté du MHSC, donc on espère. Et puis du côté de Saint-Étienne, écoutez, ça roule extrêmement bien, c'est performant, c'est beau à voir jouer, c'est efficace, c'est totalement ce qu'on attend de la Saint-Étienne. On attend que les COP puissent revenir dans ce Geoffroy Guichard pour nous envoyer un Geoffroy Guichard chaud comme la braise, comme on l'aime. Mais bon, Saint-Étienne doit être en Ligue 1, la Ligue 1 a besoin de la Saint-Étienne également, pour tout ce qu'il représente et toute la force qu'il peut avoir, notamment aussi financièrement. Très curieux de voir la suite de la saison de Saint-Etienne si ça confirme, parce que si ça confirme, ça peut être très très fort et ça peut peut-être battre des records de points de Ligue 2, on l'espère en tout cas pour la SSE. Le mauvais élève de cette Ligue 2, c'est le FC Nantes pour changer. On était plutôt optimiste pour le FC Nantes avec quand même quelques réserves en se disant attention, ça reste le FC Nantes, on peut toujours avoir des mauvaises surprises. Et bien voilà, Michel Derzakaran est le premier coach qui est sauté de cette saison de Ligue 2. Après une défaite 1-0 0-1 contre le Red Star, 2-1 à Laval et 5-2 ce week-end contre Rodez, eh bien c'était trop. Grégory Poirier arrive avec un nouveau staff. On change tout du côté du Nantes, on attend des panic buys sur le mercato. C'est catastrophique, voilà. Et pour leur performance contre Rodez, ils ont fait une plutôt bonne première mi-temps. J'ai trouvé, franchement, c'était ultra intéressant, notamment dans l'animation offensive, avec un Kylian Corredor qui avait été très très intéressant. Et malheureusement, Kylian Corredor est sorti blessé. C'est musculaire, il me semble. J'espère que ça ne sera pas absent trop longtemps parce que là, on a vu que derrière, l'animation offensive, c'était une catastrophe. On a fait passer Herbag Guirassy en numéro 9 parce qu'on n'avait pas trop de solutions. Et derrière, Rodez est revenu en seconde mi-temps avec beaucoup plus d'intention, en allant chercher beaucoup plus haut, mettant un peu plus d'intensité. Et là, on a vu toutes les carences défensives du FC Nantes, avec notamment Maxime Dupé. Je trouve son début de saison est catastrophique, le pauvre. Il en prend 5, mais honnêtement,
T'as une faute de main sur le premier, sur une frappe de loin, machin et tout, c'est assez compliqué. Du côté de Rodez, on a Emma Baldé, on s'attendait à une grosse saison de sa part. Bon, bah, il claque triplé dès la 3e journée, comme ça, c'est réglé. Voilà, on change d'entraîneur du côté de Nantes et j'ai envie de te dire, est-ce qu'on est surpris, malheureusement? Non, enfin, le seul truc qu'on est surpris, c'est le timing où Valdemar Kita arrive à nous surprendre en virant entraîneur 70 jours après sa nomination. Tout en assurant en conférence de presse de l'intronisation de Michel Darzacarian, Franck Kita qui dit très fièrement que voilà, le choix était collégial et qu'il y avait pas le moindre doute. On a vu rapidement le contraire. Le choix était pas bon dès le début parce que refaire du neuf avec du vieux, ça fonctionne rarement et UFC Nantes n'a toujours pas compris ça. Au-delà, enfin, on va commencer. Hein, le souci majeur, c'est le fonctionnement du FC Nantes. Et même un Pep Guardiola se retrouvera en difficulté avec la façon de fonctionner du FC Nantes, qui est toujours dans la réaction et pas dans l'action. Voilà, Grégory Poirier qui arrive, mais encore une fois, il arrive, c'est pas totalement son effectif. De deux, c'est le profil d'entraîneur qu'on aime bien, hein, forcément. Grégory Poirier, entraîneur jeune, qui a des idées offensives, qui a voilà, des idées de jeu, qui peut rapidement séduire, fait confiance aux jeunes. Ça me rappelle Luis Castro, ça me rappelle Pierre Aristoui. Et à la fin, ça finit à chaque fois en licenciement, sans donner, on va dire, du temps à ses entraîneurs. Donc, je suis pas sûr que Grégory Poirier ait autant de temps enfin, autant de temps que les deux que j'ai cités. Donc, je sais pas où va Nantes. Voilà, mais on n'est pas surpris de ce début de saison foireux parce qu'on s'y attendait. Ce FC Nantes n'a toujours pas compris que oui, en Ligue 2, il y a beaucoup d'intensité, que ça se joue pas sur le palmarès ou sur le nom des joueurs. Voilà, 3 défaites en 3 journées. Il va falloir rapidement tirer la sonnette d'alarme du côté de Nantes, rapidement gagner des matchs, parce que ne pas vivre une saison calvaire, parce que les autres clubs vont pas les attendre. Et quand tu vois le calendrier, déplacer à Guingamp, ça sera pas simple. Et la réception d'un Nancy qui est plutôt audacieux, ça peut être aussi un match bourbier. Donc attention Nantes, mais ce début de saison est on va dire on va dire catastrophique à tous les niveaux. Résultat, bien sûr, mais également à la direction. Moi, pour moi, c'est la dernière saison de Valdemar Kita. Je vois pas comment il ne peut pas vendre ce club quand on voit l'état de mort cérébrale du FC Nantes aujourd'hui. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est quand même assez catastrophique. La gestion de Nantes, c'est mais depuis son arrivée, on est sur le 23e coach, je crois, sous l'ère Kita, quelque chose comme ça. Pour Grégory Poirier, j'espère qu'il va réussir, mais encore une fois, tu l'as très bien dit, on est au FC Nantes, donc on verra. Le mercato, on s'attend à des panic buy, donc là, je suis très curieux des noms qui vont sortir au FC Nantes pour des arrivées. Je suis d'une curiosité là, un peu malsaine. Ouais, écoute, il y a des matchs bourbiers, et je trouve que Rodez est la parfaite valeur étalon pour savoir si tu es prêt pour la Ligue 2 ou pas. Parce que Rodez, c'est l'équipe typique Ligue 2, hein, c'est partie des clubs de Ligue 2 qui n'ont jamais connu la Ligue 1, mais qui sont des excellentes formations de Ligue 2, qui travaillent très très bien. On en a parlé, on fait l'aude à Rodez chaque semaine, dont on peut en parler à chaque fois avec Didier Santini, qui est un excellent entraîneur. Mais la valeur étalon, je trouve, de cette Ligue 2, savoir si tu es prêt ou pas, c'est un match contre Rodez. Est-ce que tu es capable de le gagner? Ça veut dire que tu es prêt pour jouer la Ligue 2. Est-ce que tu n'es pas capable de le gagner et que tu prends l'eau comme l'a fait Nantes? C'est-à-dire que tu n'es pas prêt du tout pour ce championnat-là. Et Nantes a montré que c'était assez catastrophique. Pour Greg Poirier, le staff, c'est Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel et Gilles Marambeau qui arrivent avec lui. Contrat jusqu'à 2028, à voir s'il ira jusqu'au bout, ça c'est la grosse curiosité. On lui souhaite bon courage, et puis on va voir ce qui va se passer du côté du FC Nantes pour la fin de saison. Le reste des résultats de Ligue 2, je vous le donne. Boulogne Red Star un partout, Clermont-Dijon un partout, Montpellier gagne à Dunkerque, Nancy gagne à Pau. Pau, je suis assez curieux de savoir, parce que Thierry Debesse a quand même bossé un système pendant toute la prépa pour nous sortir un autre système lors des débuts de saison. Ça se passe pas très bien, et à ce qui paraît, selon les sorties à droite à gauche, on sent que le vestiaire est pas totalement acquis à sa cause. Donc est-ce que ça peut pas être un des prochains entraîneurs qui saute? Sochaux gagne contre Guingamp 1-0, ça c'est une victoire importante pour les Sochaliens. Guingamp, on verra ce que ça va donner. Metz-Laval, un partout avec un TJ Savanier passeur décisif. On a parlé de Rodez-Nantes, on a parlé de Saint-Etienne-Grenoble. Et moi, j'ai regardé Reims-Annecy hier avec la belle boulette de Escalès qui remet Reims dans le jeu. Victoire des Rémois qui ont fait une très très bonne deuxième mi-temps notamment. C'était plutôt intéressant ce qu'a proposé le stade de Reims. J'ai trouvé un Yaya Fofana plutôt remuant, un peu brouillon sur pas mal d'aspects. Mais tu sens qu'il y a quelque chose quand même. Je suis très curieux de voir la suite.
Et puis pour le Stade de Reims, je garde le fait que ça sera un prétendant sérieux à la montée. Le programme, vous l'avez vendredi avec un bon multi, un bon Rodespo, un bon Nancy Dunkerque, Montpellier-Boulogne, Laval-Grenoble et Clermont-Sochaux notamment. Pour le reste des rencontres, voilà pour la Ligue 2. On fait juste un petit point Ligue 3 rapide. Et après, on se lâche. Thionville est leader. 3 matchs, 3 victoires. Là, la dynamique, on dit la Ligue 3, c'est un championnat de dynamique. Bon, Thionville, là, les 4 montées en 5 ans, on les ressent, ils sont dans une dynamique ultra positive. Rouen qui a étri QRM dans le derby 3-0, avec notamment Tramoni buteur qui se relance. Ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas inscrit de but, donc ça va lui faire plaisir, avec notamment un autre grand buteur du Ligue 3 du National, Mike Chokunte, qui continue de marquer. La Roche concède le match nul contre Cannes un partout. Pareil, on est sur la dynamique positive de La Roche qui n'a plus perdu, je crois, depuis février, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, ils poursuivent leur bonne début de saison, les promus. Versailles 4e, Caen se replace à la 5e place. Et Caen qui va jouer contre Bastia, ça va être très très intéressant. Et puis en bas, on a les traditionnels mauvais élèves. Aubagne, qui, selon Romain Molina, est déjà en pénibilité financière, alors que ça fait que 3 journées. Donc, on va voir ce qu'il va donner pour suite pour Aubagne. QRM, qui est dans une grande difficulté, c'est très compliqué à QRM. Et Amiens. Il rate encore une fois son début de saison. Pareil, Alain Pocha, je suis pas sûr que ça reste très longtemps sur le banc si ça continue comme ça. Je sais pas s'il y a une équipe de Ligue 3 dont tu as envie de parler, un match, un truc. Oui, rapidement, Amiens, hein, Alain Pocha qui a toujours pas gagné un match en tant qu'entraîneur à Amiens. Et ça, c'est très fort. On avait quand même pas mal de hype autour de cette équipe d'Amiens qui a fait une refonte totale de son effectif, avec beaucoup de joueurs habitués à ces divisions, que ce soit national 1, enfin du coup maintenant Ligue 3 nationale. Mais pour l'instant ça prend pas, 3 défaites et il y a déjà le feu au lac, j'ai l'impression. J'ai vu la réaction du directeur sportif qui tapait déjà un peu sur les joueurs. Pour débuter le championnat, c'est pas fou. Et quand tu vois le calendrier qui arrive pour Amiens, ça peut être rapidement une saison galère parce que Versailles, ça sera pas simple. Versailles, c'est l'un des outsiders à la course à la montée. Bastia, on attend encore de voir, même si je pense que ça jouera pas la course à la montée. Mais voilà. Ce Amiens-là fait un peu peur, et moi je suis plutôt inquiet parce que on n'est pas à l'abri d'une deuxième descente consécutive. Il faut faire très attention, surtout en Ligue 3, dans un championnat aussi dense, ça va pas rapidement intégrer le mauvais train. Exactement, parce que ça va être compliqué de revenir derrière, parce que ça va rouler. Et pour La Roche, pour Mansour-Samb, qui continue de claquer, ce mec est quand même assez exceptionnel. Il est déjà pisté par des clubs de Ligue 2, je crois, qui voudraient peut-être le prendre et le laisser en prêt à La Roche pour cette saison. Donc, à voir ce qui va se passer aussi pour Mansour-Samb. Est-ce que je peux vous afficher les meilleurs buteurs de TAC de Ligue 3 avec Fedel Koumissi qui continue à marquer, qui a marqué un but important à la dernière minute pour Caen dans une victoire en infériorité numérique. Encore un carton rouge pris par Caen, quand même. Il va falloir arrêter de prendre des cartons rouges du côté de Gal Clichy et ses hommes. Et Robin Legendre avec Orléans, mine de rien, qui parle pas, mais qui a encore transformé un penalty pour Orléans et qui permet d'arriver à 4 réalisations. Voilà pour ce point Ligue 3, voilà, qui nous régale, on aime bien. Il y a le match jeudi entre Caen et Bastia qui va être très très intéressant. Et puis derrière, vous aurez samedi un multiplex à 14h45 avec Amiens, Versailles, Cannes, Le Puy, Orléans, La Roche, Quevilly, Fleury, Aubagne, Bourg-en-Bresse, Thionville, Paris 13 Atlético et Valenciennes, Concarneau, Villefranche, Rouen. Voilà. Comme ça, j'ai tout dit, et je crois qu'on a fait le point sur absolument tout. On conclut cette vidéo par les traditionnels pronos MPP de la journée. Tac, pour moi, le PSG s'impose à Lille 2-1. Malgré tout, je suis très curieux de voir Lille, mais en fait, c'est encore trop par séquence, et j'ai besoin de régularité plus dense pour Lille sur 90 minutes pour espérer les voir gagner contre ce PSG-là. Je vois Lens atomiser Strasbourg, parce qu'on est 2 projets où il y en a un, il n'est pas prêt, l'autre, il est quasiment ficelé. Auxerre s'impose face à Angers, parce que je trouve qu'Auxerre a un peu plus de certitude dans le jeu que le SCO Angers, qui a été très intéressant contre Lille, mais qui a manqué de rigueur défensive et d'efficacité offensive. Je trouve qu'El Ouazzani, c'est une très bonne pioche, et tu sens que ça commence à être pas mal, mais il va falloir un petit peu de temps pour encore s'acclimater, et je pense que le SCO aura quand même un maintien assez aisé en Ligue 1. Je vois Brest s'incliner contre Toulouse, parce que j'espère que Toulouse trouvera enfin de l'efficacité, parce que dans le jeu, c'était très très intéressant. 3 Lorient 0-0 parce que bon, c'est 2 équipes qui sont pas encore prêtes, qui sont encore en rodage, et je pense que voilà, je crois que Lorient, ils attendent encore 5 arrivées d'ici la fin du mercato, on verra comment ça va se goupiller.
Lyon-Le Havre, je mets un partout parce que je pense que Lyon joue sa qualif contre Fenerbahçe mercredi. On sait que c'est un match à 23 millions d'euros, ce qui pourrait sauver un petit peu la fin de mercato de l'OL, qui a mis en pause son mercato en attendant Fenerbahçe. Parce que s'il y a qualification, il faut vendre que pour 25 millions. Et s'il n'y a pas qualification, il faut vendre pour 50 millions. Donc ça dépend des joueurs qui partent. Globalement, c'est ça. Je vous fais un gros résumé de la situation de l'OL. Donc on attend mercredi pour savoir la suite et la tournure que va prendre la suite de ce mercato. Paris FC Nice, je mets 0-0 parce que je pense que le Paris FC doit encore trouver des choses dans l'animation offensive. On attend, c'est pas encore sur des arrivées. On a fait que dire la semaine dernière que le mercato était bouclé, que c'était bon, on était satisfait. Mais on est quand même au fait sur une piste potentiellement pour un numéro 9. Rennes Le Mans, je vois Rennes poursuivre sa bonne série et s'imposer contre le promu. Et je vois Marseille aller gagner à Monaco parce que Monaco aura son match de Conference League et que Monaco en Ligue 1 contre le Havre, mine de rien, en fait une très très bonne première demi-heure. Il faut une très bonne première mi-temps. Et derrière, ça a un petit peu baissé le rythme et le Havre a eu un peu de manque offensif, mais je pense que l'OM pourra, s'il y a encore les joueurs qui sont alignés vendredi dernier, aller chercher une victoire importante. Vous pouvez nous rejoindre sur MPP, tous les infos sont dans la description, le code, tout ça. Vous pouvez parier avec nous. C'est très sympathique. Et voilà pour le point de ce week-end. Je crois qu'on a été complet. On était totalement complet. On espère encore vibrer pour un passionnant week-end de football. Voilà. Avec des buts, des actions et des surprises. Voilà, on attend que ça. Exactement, des beaux buts qu'on pourra analyser tactiquement avec une bonne palette comme on a fait pendant toute la Coupe du Monde. Pardon, on va essayer de reproduire ça pour la Ligue 1. Voilà pour cette vidéo foot de la semaine, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Vous pouvez évidemment mettre vos pronos en commentaire, nous donner vos avis sur les différents mercatos, sur les joueurs à suivre, sur des éléments dont on n'a pas parlé. Vous avez envie d'échanger, on essaie de répondre à tout le monde, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou Ligue 3. On essaie de regarder un petit peu tout ça. Les vidéos rugby vont reprendre normalement cette semaine, voire semaine prochaine. On attend la reprise du championnat. On vous prépare 2-3 petits trucs et on va pouvoir se dire, du coup, vous souhaitez un très très bon week-end de foot, vous dire de vous abonner, de liker cette vidéo et de vous dire à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.